Bienvenue dans Ça dit quoi, votre rendez-vous hebdomadaire où on décrypte l'actualité du continent à travers la presse africaine. Et ensemble, pendant 26 minutes, on va lire entre les lignes, croiser les regards et surtout analyser les grands événements de notre quotidien avec un regard bien africain. Alors cette semaine, ça dit quoi? Pendant des décennies, l'Afrique a exporté ses matières premières et aujourd'hui, elle veut les transformer sur son propre sol, créer davantage de valeur et s'imposer comme un acteur incontournable de l'économie mondiale. Mais en a-t-elle les moyens? Peut-elle imposer aussi ses conditions dans un monde où la demande en ressources stratégiques ne cesse de croître? Eh bien, nous en parlerons depuis Rabat avec le docteur Mahmoud El Hassouni qui est enseignant, chercheur et expert trading. Une Afrique également qui cherche aussi à imposer ses propres solutions. Entrepreneurs, industriels, innovateurs, médias, partout sur le continent, des initiatives émergent pour répondre aux défis africains avec des réponses africaines. Et pourtant, elles restent souvent éclipsées par des clichés et des récits de crise. Alors comment reprendre le contrôle de son développement mais aussi de son récit? Nous poserons la question au journaliste, sociologue et historien Jean-Célestin Edjanguet qui nous rejoindra depuis Paris. Alors c'est parti pour Ça dit quoi dans la presse africaine. Avec 30% de réserves mondiales de minerais critiques, l'Afrique est déterminée à transformer son sous-sol en puissance industrielle. Un sujet discuté lors du dernier forum ministériel de la BAD à Abidjan, précise Sika Finance. L'enjeu est grand, la valeur des minerais critiques est estimée à 29 500 milliards de dollars. Et Sidi Oultah, malgré ce potentiel, insiste sur un paradoxe qui pourrait lever cette volonté. Que l'Afrique aujourd'hui pèse plus dans le PIB mondial parce qu'aujourd'hui, cela est limité à 3%. Une volonté également accentuée par le contexte géopolitique actuel, la crise au Moyen-Orient et les tensions encore vives entre les États-Unis et l'Iran autour du détroit d'Ormuz. D'ailleurs, le directeur de la multinationale italienne Eni préconise de miser sur l'Afrique comme nouvelle source d'approvisionnement, insiste Agence Ecofin. Et pour preuve, ces nouvelles infrastructures, ces corridors qui sont autour d'une bataille géopolitique inédite, titre Jeune Afrique, l'hôpital qui permet de joindre l'Angola, la RDC, la Zambie et Tazara à l'est cette fois-ci du continent, avec Pékin et Washington qui tentent de sécuriser l'acheminement du cuivre, du cobalt africain vers leurs industries, des industries de transformation énergétique. Alors pour essayer de comprendre l'enjeu de cette transformation de toutes ces richesses sur le sol africain, avec nous le professeur Mahmoud El Hassouni, enseignant chercheur et expert trading. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, chère Mariam. Toujours un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je vous félicite pour le choix du sujet, un sujet très, très pertinent pour notre continent. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez vu au vu de l'actualité, au vu de tous les titres de presse qu'on a proposé autour de ces enjeux, on voit que pendant des décennies, ce n'est pas une surprise, l'Afrique a exporté massivement, de manière brute, ses matières premières. Et on voit le résultat aujourd'hui. L'Afrique ne semble pas réellement en tirer les bénéfices. Alors, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui changer la donne? Qu'est-ce qui pourrait faire que l'industrie aujourd'hui se développe vraiment sur le continent et que le continent ne soit pas juste un exportateur net de matières premières? Donc, pour répondre à cette question, je vais ouvrir une petite parenthèse historique par rapport à l'Afrique, notre continent africain. On sait très bien qu'on a souvent souffert de la malédiction des ressources, c'est-à-dire que notre continent, ce n'est pas nouveau. Il a toujours regorgé, si ce n'est été le fournisseur, le puits stratégique de toutes ces matières premières et minerais rares et aussi métaux précieux. Mais ce qui nous a fait défaut, c'est plus l'industrialisation en interne en utilisant nos propres compétences. Bien sûr, ceci dit, ça vient avec du temps. Le temps va nous permettre d'avoir des transferts de technologie par rapport aux industries déjà implémentées en Afrique. Donc, on a des ressources humaines africaines qui vont travailler avec des ressources plus qualifiées occidentales d'un autre niveau. Mais bien sûr, au fur et à mesure, on va commencer à apprendre comment travailler seul. Mais aussi, il faut remettre aussi en contexte que là, on a un shift de la demande énergétique. Donc là, on passe vers une économie électrique à base de batteries. Et donc, les batteries, ça consomme beaucoup de minerais rares. Par exemple, je ne sais pas, à titre d'exemple, une batterie de Tesla va nécessiter plus de 30 grammes d'argent
Donc c'est un Donc, métaux en somme, aujourd'hui, précieux. l'enjeu qui pourrait changer la donne, c'est vraiment cette explosion de la demande à l'échelle internationale qui fait eh bien, que l'Afrique doit vraiment prendre en compte ce sujet-là. Mais peut-être que l'impact qu'il va y avoir, c'est surtout peut-être cette transformation de la logique industrielle de l'économie africaine. D'ailleurs, on a un autre article, comment eh bien, faire en sorte qu'il y ait ce changement de business model. Ce n'est plus par la voix de 3 intellectuels sénégalais, eh bien, invite le continent à repenser donc, son modèle économique, cette économie de rente, et aussi à utiliser les 4 000 milliards d'épargne africaine qui dorment aujourd'hui eh bien, dans des banques centrales pour justement les investir dans les grands projets de transformation industrielle. Parce que l'Afrique, effectivement, ne manque pas de richesse, mais doit bâtir aussi son propre modèle. Et donc, on le voit, autre question, est-ce que ce modèle industriel aussi est idéal? Est-ce que c'est de ça dont a réellement besoin le continent aujourd'hui? On a l'avis du docteur Sidi Mohamed Dakhir qui signe une tribune dans Afrimac cette fois-ci. Et pour lui, ce modèle industriel, ce n'est qu'une fenêtre éphémère, c'est même une illusion, parce que l'Afrique ne peut pas non plus tout produire. Il faut planifier de manière ciblée et imposer une culture de la performance, et oui, sur le long terme, pour que eh bien, cette politique eh bien, industrielle, entre guillemets, ne rime pas juste avec un gaspillage de fonds publics. Je me tourne encore une fois vers vous, professeur. On le voit, transformer localement, c'est l'objectif aujourd'hui affiché. Mais qu'est-ce qui bloque réellement? Parce que oui, il y a l'histoire, il y a cette volonté de co-développement, il y a cette demande qui progresse, mais ça ne se fait pas encore. Alors qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les fonds? Est-ce qu'on n'a pas les compétences? Est-ce qu'on n'a pas la volonté politique? Qu'est-ce qui ferait que, eh bien, aujourd'hui, on aurait une réelle hégémonie africaine économique qui se baserait sur l'exploitation de ces matières premières? Bon, à mon humble avis, le problème, le vrai problème, c'est un problème de cohésion régionale. Et comme vous l'avez dit, il manque une volonté politique pour coopérer. Parce que moi, la solution que je préconiserais, c'est de, encore une fois, prôner une industrie panafricaine. On est des facteurs de complémentarité. Le Maroc dispose de compétences logistiques, d'autres pays disposent de richesses pétrolières, d'autres de minerais. Mais ce qui nous manque, c'est une cohésion africaine. Et bien sûr, la cohésion va nous permettre de coopérer et la coopération va nous permettre d'aller de l'avant tous ensemble, parce qu'il y a un adage très connu que si on veut aller très très vite, il faut y aller en solo, mais si on veut découvrir plus de territoire et aller plus loin, il est préférable de coopérer. Pour ce faire, on a besoin d'une volonté politique forte qui va aller chercher une coopération au-delà des, on va dire, des tumultes du narratif qui va être utilisé pour diviser les pays africains, encore une fois, pour éviter qu'ils ne coopèrent et constituent un noyau dur qui va permettre d'être, on va dire, indépendant face aux multinationales occidentales. Et en Et parlant bien sûr, de il y a politique d'ailleurs, est-ce que si effectivement la politique est l'élément clé qui pourrait faire changer les choses, est-ce qu'il ne faut pas aussi y intégrer un élément social? Oui, quel impact réel sur les populations locales? Parce que si on transforme l'industrie et le modèle économique, est-ce qu'on va eh bien, utiliser cela pour aussi essayer de développer nos sociétés? Parce que par exemple, d'après une tribune signée par le docteur Emmanuel Thierry Koumba sur eh bien, Gabon News, pour lui, il y a un décalage entre parfois ces excellents indicateurs macroéconomiques eh bien, que l'on voit dans certains pays, notamment le Gabon. Mais le Gabon, eh bien, on voit aujourd'hui que eh bien, ces chiffres-là ne sont pas alignés réellement avec le ressenti de la population. Et quand on parle aussi d'industrie sur le continent africain, il faut prendre en compte une certaine réalité. Oui, la plupart des industries aujourd'hui sont artisanales, comme le montre d'ailleurs cet article et les images de la Deutsche Welle. Et les conditions sont très difficiles pour les travailleurs. C'est une industrie qui vaut des milliards et qui rapporte des poussières à ses travailleurs, même si les États ici, comme la RDC, comme l'indique l'article, veulent améliorer la gouvernance du secteur minier. 20 000 hommes vont être formés pour protéger les grandes exploitations minières, encadrer les mines artisanales et renforcer la traçabilité des exportations de minerais. Et en parlant de formation, est-ce qu'il ne faut pas aussi considérer dans la transformation locale des industries africaines, eh bien, la question des compétences est là aussi grande lacune. Comme le précise l'agence Ecofin, seuls 9% des jeunes sont diplômés du supérieur sur le continent. C'est une insuffisance d'accès à l'enseignement supérieur qui limite aujourd'hui le développement des compétences nécessaires à l'ensemble de ces transformations. Alors, professeur Mahmoud El Hassouni, comment faire aussi que les bienfaits de cette nouvelle trajectoire, quelque part qui est inhérente, elle sera
nécessaire. Eh bien, comment faire en sorte qu'on ne se fixe pas uniquement sur des KPI, sur des indicateurs économiques qui nous disent finalement que ça a marché, mais l'idée c'est aussi que ça a un impact sur les populations. Alors comment faire? Il faut mieux intégrer la population à ces transformations, mieux former. Quelle est la solution pour avoir un réel impact social considérant cette ambition? Donc, moi, personnellement, je pense que la majorité des chercheurs ont eu connaissance de mon modèle d'analyse géologistique. Donc, moi, j'ai étudié ce sujet-là de façon transdisciplinaire. On ne peut pas avoir une bonne industrie sans avoir une bonne formation de cadres au préalable qui vont être embauchés dans cette industrie-là. Il ne faut pas oublier que la volonté politique, et les décisions politiques vont avoir des répercussions directes sur l'aspect social, sur l'aspect économique, parce que l'Afrique, bien sûr, avec tous ces avantages-là, on va dire, en nature, devra les transformer. Et bien sûr, pour transformer, pour se doter d'une industrie, il est préférable de suivre le modèle marocain qui a fait ses preuves, qui a été classé par la Banque africaine de développement en tant que premier pays industriel au Maroc. Et bien sûr, ça, on le voit à la stratégie royale impulsée par Sa Majesté Lansolo. Et bien sûr, tout ça, c'est un tout indissociable. On ne peut pas parler d'éducation sans parler d'industrie, de l'industrie sans parler de réglementation. Et bien sûr, on a d'autres problèmes, par exemple la corruption, les délits financiers qui vont venir attacher un boulet au développement africain. Donc, c'est un tout. Il faut aussi miser sur la diaspora africaine qui est en train de retourner dans leur pays, sont en train de retourner dans leurs pays respectifs, qui vont permettre d'amener un apport stratégique en termes de compétences et bien sûr de réseau. Donc, pour moi, aucun des paramètres n'est indissociable parce que c'est un tout. Pour pouvoir avoir une bonne industrie, il faut un bon système financier, une bonne réglementation interne, de bonnes règles de gouvernance, de souveraineté. C'est ce qui va permettre de baisser les différents risques, c'est-à-dire mitiger ces risques-là et pouvoir aller de l'avant. Et donc, vu que nous, pays africains, aucun de nous ne dispose de la globalité à la perfection, donc il est préférable de coopérer entre nous parce que si Coopérer, mais on il va aller existe tout de voir. même des modèles dont vous avez parlé, comme le modèle marocain, et surtout un modèle qui se base aussi sur l'élément humain. Vous avez parlé de diaspora et de transfert de compétences, et peut-être que c'est là qu'est la clé pour mettre en place réellement cette ambition Et industrielle. j'aimerais Merci. rajouter quelque chose de très, très Rapidement, important. s'il vous plaît. Oui, oui, rapidement, je sais, mais c'est le sujet qui demande cette complexité. Il faut penser aussi à la sécurisation, c'est-à-dire qu'on a des problèmes de sécurité et de sûreté. Donc, pour sécuriser, il faut coopérer. C'est aussi simple que ça. Moi, je prends la coopération panafricaine et ça sera tout. Très beau message. Merci infiniment, professeur Mahmoud El Hassouni. On retiendra ça, la coopération africaine, et peut-être que c'est la solution à beaucoup de défis africains. Merci infiniment pour toutes vos précisions. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur et expert trading. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Donc on le voit, l'ambition industrielle africaine ne se limite pas au discours. Il y a de réels exemples de personnes qui l'ont déjà transformée en réalité. Alors à quoi ressemble-t-elle? Eh bien, on le découvre dans la deuxième partie de l'émission. Ça veut dire quoi? Dangote, un nom connu de tous en Afrique et au-delà même, et pour cause, il a fait ce que personne n'aurait cru possible sur le continent, créer une industrie forte. Après une première raffinerie au Nigeria, Dangote en prévoit une nouvelle à l'est du continent, au Kenya, un projet qui va coûter plus de 20 milliards de dollars. Et Sika Finance nous affirme que Dangote va miser sur les marchés financiers pour réaliser ce projet. Dangote qui ne veut pas se limiter uniquement au pétrole, il veut toucher aussi d'autres industries énergétiques, et ce sera le solaire et le stockage pétrolier en Gambie, annonce agence Ecofin. Pour essayer de comprendre ce modèle avec nous, Jean-Célestin Edjanguet, journaliste, promoteur de News Africa 24, sociologue et historien. Bienvenue. Bienvenue, merci à vous, merci pour cette invitation. Je suis très, très heureux de cette émission. Merci beaucoup. Alors, on a présenté Dangote, il est bien connu de tous, mais c'est surtout la preuve, on va dire, qu'une industrie africaine est possible, et ce n'est pas peut-être une exception. Est-ce que c'est possible, au fait, d'y voir un modèle? Est-ce qu'il peut être reproduit sur le continent? Alors, on parle beaucoup de Dangote, ce qui est vrai, parce que c'est quelqu'un qui a
prouvé de manière concrète qu'il sait faire. Il sait faire en matière de gestion des entreprises, en matière de création d'entreprises aussi. Vous avez dit qu'il est aujourd'hui à la fois dans le ciment, dans la raffinerie, et il entend bien élargir ses secteurs d'activité. Il faut tenir compte, j'allais dire, de son environnement socio-éducatif quand il était petit. C'est un jeune garçon qui a été élevé principalement par son grand-père, on va dire, et qui lui-même était déjà un grand entrepreneur, considéré comme un des plus grands entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest à l'époque. Et donc, il lui a inculqué cette culture-là de l'entrepreneuriat. C'est important de le savoir, de le comprendre, parce que sinon, on a l'impression qu'il sort de nulle part, qu'il a juste fait des études. Non, il a bénéficié d'un environnement, d'un encadrement au niveau de la famille, qui lui a permis ensuite d'être très, très au fait des En mécanismes. parlant d'un jeune qui a grandi dans cet écosystème d'entrepreneuriat, et peut-être que c'est ça qui a fait la différence, on voit aussi aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs, de jeunes qui veulent aussi proposer des solutions africaines par rapport aux problèmes qu'ils connaissent dans leur environnement. Et d'ailleurs, on a l'exemple même avec Forbes Africa qui nous indique que plus de 1,4 milliard de dollars ont été levés au premier semestre cette année. Aussi, autre information, ces jeunes essaient au-delà de ça d'essayer de participer encore plus au développement de leur pays, au-delà de la question économique. On a des élites diplômées au service de leur territoire d'origine. C'est ce que titre notre prochain article, APA News. Et oui, des jeunes qui veulent aujourd'hui même avoir des mandats locaux en devenant maire. Et l'idée, c'est de coupler à l'effort économique aussi une meilleure gouvernance. Je reviens vers vous, Jean-Célestin Edjangué. Alors, est-ce que cette culture de l'entrepreneuriat est la solution? Est-ce qu'il ne faut pas plus? Parce qu'on voit qu'il y a aussi des gens qui sont engagés, qui veulent faire mieux, qui rentrent dans cette culture économique mondiale. Mais pourquoi est-ce que ces solutions, peut-être au contraire de Dangote, parfois ne fonctionnent pas? Est-ce que c'est l'écosystème qui fait, mine de rien, qu'on ne voit pas le résultat et que parfois même on a du mal à y croire? Non, d'abord, je pense qu'il y a un problème de raconter le récit, en fait, africain, dans ce domaine en particulier, le domaine de l'entrepreneuriat, le domaine de la gestion d'entreprise. Nous, on le fait avec le média Notre Voix. Ça va être la 4e édition de l'Afrique des solutions, la semaine de l'Afrique des solutions. Et au cœur de cette semaine-là, nous montrons, en tout cas depuis 3 éditions maintenant, ça va être la 4e, nous montrons que des milliers d'Africains, particulièrement des jeunes, mais pas que, sont au cœur de l'innovation, de la création des entreprises, de l'innovation technologique et technique. Et si je vous dis par exemple que la 3e boîte noire d'avion qu'on connaît maintenant depuis 2014 a été inventée par 2 jeunes Guinéennes. C'est les sœurs Keïta, Lou et Fatou Keïta. C'est des femmes. Elles sont de la Guinée. Je pourrais citer d'autres exemples, que par exemple, William Elong, qui est un jeune Camerounais, dessine les drones qui sont recherchés dans le monde entier. Il y a des centaines de jeunes qui, chaque année, font des choses extraordinaires. Peut-être qu'ils ne bénéficient pas toujours de la visibilité nécessaire. Et Dangote n'est pas seul. Monsieur Simo, un autre Camerounais, Madame Brou, qui est de la Côte d'Ivoire, et on pourrait citer aussi beaucoup de Marocains qui sont des entrepreneurs, mais vraiment de très, 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 très grande qualité, qui font des choses extraordinaires. Peut-être que ces choses ne sont pas toujours très connues et que là, les médias dont nous sommes, donc Medi 1, TV aussi, avons notre part de responsabilité à faire à ce que de médias, peut-être que cette question aussi est très intéressante. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui existent et qui sont faites. Donc, on le voit, il y a des jeunes qui reviennent, qui changent les choses, qui investissent, qui inventent. Et pourtant, tout cela n'est pas visible. On a encore cette image d'un continent à la traîne qui a encore besoin des aides étrangères pour régler ses problèmes, des solutions qui sont peu visibles. Alors, pourquoi? Sûrement, on l'a dit, à cause de médias africains peut-être faibles qui s'affaiblissent encore plus à cause des réseaux sociaux, à cause de l'IA, qui siphonnent les clics, qui financent ces sites d'information. Ça, c'est le point de vue de Afrique.com. Faiblesse des médias, accentuée par la manière dont l'Afrique est représentée aussi dans les autres médias occidentaux. Fratmat, par exemple, propose les conclusions d'une recherche universitaire dont le sujet, justement, était celui-ci. Et donc, les conclusions sont les suivantes. Le traitement de l'actualité africaine est marginal. Les sujets sélectionnés parlent presque exclusivement de crise et des politiques électorales ou bien des questions de sécurité ou de diplomatie. Et les réussites, elles, sont invisibilisées.
Monsieur Edjangué, vous le savez comme moi, hein, quand on tape Afrique, par exemple, sur Internet, on va tomber sur les mêmes sujets, conflits, coups d'État, crise. Comment changer ce récit? Est-ce qu'il faut créer aussi de grands médias panafricains qui sont capables donc de contrecarrer ce regard-là? Mais surtout, est-ce que c'est possible au niveau de la conjoncture actuelle? C'est possible. Je vais reprendre un peu le propos de docteur Mahmoud Azzouni tout à l'heure. C'est possible, mais à condition qu'on puisse se mettre ensemble. Il faudrait que les Africains, d'abord eux, sachent que personne ne viendra développer notre continent à notre place. C'est nous-mêmes qui sommes, j'allais dire, la chance pour ce continent-là, et nous devons savoir travailler ensemble. Or, le fait est qu'actuellement, vous le voyez très bien, vous l'observez, il est très difficile de voir les Africains se mettre ensemble pour créer, mener à bien un projet commun. Chacun cherche à défendre, j'allais dire, sa propre chapelle, alors que, en se mettant ensemble, on est persuadé, en tout cas moi j'en suis persuadé, que beaucoup de choses vont pouvoir changer dans le bon sens. Et dans l'Afrique des solutions, la semaine de l'Afrique des solutions, dont la 4e édition aura lieu le 23 et 24 octobre 2026 à Paris, la thématique qui a été choisie, c'est journalisme de solutions, raconter ce qui fonctionne pour inspirer le changement et révéler une autre Afrique. Ça veut dire que nous avons aussi à savoir que, à côté de l'Afrique, que vous avez dépeint tout à l'heure, celle de la corruption, celle de la crise, celle de la guerre, celle de tout ce que vous voulez, mais il y a une autre Afrique. Il y a celle qui se porte plutôt pas mal, pour ne pas dire bien, et celle qui travaille, celle qui fait des recherches, celle où la jeunesse est pétrie de talent et de compétences. Et ça se voit. C'est pas par hasard si l'année dernière... On va essayer de mieux comprendre ce que propose Notre Voix et cette fameuse semaine des solutions un peu plus tard dans l'émission. Donc, pour essayer de conclure un petit peu, construire une industrie, on le voit, c'est une chose, mais construire surtout un récit qui reflète une réalité, c'en est une autre. Et peut-être que c'est là que se joue quelque part une partie de ce qu'on appelle la souveraineté africaine. On en discute toujours avec notre invité dans la 3e partie de l'émission. Ça raconte quoi? On a beaucoup parlé de récits et de médias. Justement, il y en a un qui porte cette idée transformatrice, penser l'Afrique des solutions. C'est donc une vision qui sera portée par un sommet qui aura lieu à la rentrée prochaine à Paris, les 23 et 24 octobre. Un média qui veut faire contrepoids à ce narratif, mais surtout à deux logiques des grands médias occidentaux. L'agenda, les médias ne discutent pas aux gens ne disent pas aux gens ce qu'ils doivent penser, mais choisissent les sujets auxquels ils doivent penser en parlant de l'Afrique sous un angle de crise. On impose cette grille de lecture au public, même à l'échelle internationale. Deuxième point, le cadrage médiatique, oui, la manière dont on va présenter un sujet, ça va orienter la perception du lecteur. Jean-Célestin Edjangué, vous avez parlé de cette fameuse semaine des solutions portée par le média Voix d'Afrique. Donc, on va essayer de plus comprendre l'enjeu et le défi. Est-ce que d'abord, il faut le voir par la question économique ou c'est avant tout une question de récit? Est-ce que c'est par là que commence la souveraineté africaine? Est-ce que c'est un sujet que vous allez aborder durant cette semaine des solutions? On va forcément l'aborder. Et c'est un sujet qui englobe à la fois l'aspect narratif, donc changer cette manière de concevoir ce que nous faisons au quotidien, mais aussi l'aspect économique. De toute façon, pour créer un média, un grand média panafricain, il faut disposer des moyens économiques, des moyens financiers et moyens humains aussi, en termes de compétences, pour que ce projet puisse se réaliser. Mais il faut dire que Notre Voix, le média Notre Voix, c'est un média pionnier en matière de journalisme de solution. Ce journalisme de solution qui met donc au cœur ce changement de paradigme en termes de perception déjà de ce que nous faisons, en termes aussi de récit, de raconter. J'ai coutume de dire que les écoles de journalisme en France, en Occident, un peu partout, disent que les journalistes ne doivent parler que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et à force de mettre ça dans la tête des gens, il ne faut parler que des choses qui ne vont pas, on finit par croire que rien ne va. Alors c'est là que la semaine des solutions est une solution, j'imagine, pour essayer de changer ce récit. Alors rendez-vous à Paris, les 23 et 24 octobre. C'est cela, Jean-Célestin Edjangué. C'est exactement cela. Alors cette quatrième édition, elle est au cœur de tout ce que nous voulons de dire là, parce que elle montre cette Afrique qui bouge et où les Africains sont pétris de talent et de compétences.
Merci infiniment Jean-Célestin Edjang de nous avoir accompagnés durant cette émission. Merci infiniment. Ça a été un plaisir pour moi, merci. Pour conclure, alors j'ai envie de reprendre cette phrase de l'écrivain nigérian chinois Achebe. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les récits de chasse glorifieront toujours le chasseur. Transformer ses matières premières, construire ses propres industries, faire émerger ses entrepreneurs, mais aussi raconter ses réussites avec ses propres mots. Là est l'enjeu de la souveraineté du continent. Parce qu'on a souvent l'impression que l'Afrique est racontée par les autres et forcément certains visages du continent passent au second plan. Et c'est précisément l'ambition d'initiatives comme le média Notre Voix, des médias panafricains qui veulent mettre en avant une Afrique qui crée, qui innove et qui propose ses propres solutions. C'est aussi une façon de reprendre la parole. Dans Ça dit quoi, nous lisons la presse, mais surtout nous essayons de lire l'Afrique à travers celles et ceux qui la pensent, la construisent et qui imaginent ses solutions. Merci infiniment de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça dit quoi dans la presse africaine.